ravie d'accueillir aujourd'hui Emry Jacquia. Merci beaucoup d'être Merci avec de nous. m'accueillir. Ravi d'être là aussi. Bonjour à toutes et à tous. En plus, expressément là pour nous, parce que vous aviez quelque chose d'important ce matin. Ah oui, mon actus, c'était que je remettais au ministre de l'écologie mon rapport sur la TVA circulaire. Rapport sur lequel j'ai travaillé avec Emmanuel Ledoux de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, et où on préconise d'adopter une TVA réduite pour accélérer la transformation de nos modèles et accélérer l'émergence d'une économie plus circulaire, TVA réduite sur la réparation. Ça, c'est ce qu'on peut faire très vite parce que le droit européen nous permet sur un certain nombre de secteurs de pouvoir y aller. Et contrecarrer la tendance qui est actuelle, il y a de moins en moins de réparateurs en France, alors qu'en fait, il en faudrait de plus en plus. Et puis également sur l'éco-conception, parce que je crois aussi que l'éco-conception, la réparation est à l'éco-conception ce que l'œuf est à la poule. Si on veut vraiment basculer et avoir davantage de produits éco-conçus, il faut qu'il y ait une offre de réparation. C'est ce à quoi la TVA circulaire permettra de répondre. Bon, enfin voilà, je ne vais pas faire... mais je suis très, très heureux que ce soit une commande du ministre qui puisse s'interroger sur et pourquoi on n'utiliserait pas l'outil fiscal pour adresser les enjeux de la transition écologique. Bien sûr, il faut utiliser l'outil fiscal pour le faire. Et la TVA est un outil que tout le monde connaît, parce qu'on la paye tous les jours. Voilà, donc on aura le temps effectivement d'y revenir. Et vous allez le voir, l'économie circulaire fait aussi partie du modèle de la CAMIF. Donc aujourd'hui, on avait envie d'organiser cette session sur l'entreprise à mission. Parce qu'on est convaincu que ce cadre nous permet aujourd'hui d'inventer un nouveau modèle d'entreprise, de nouveaux modèles économiques qui vont nous permettre de maintenir une économie soutenable dans le cadre des limites planétaires dont on parle énormément. Et aujourd'hui, la société à mission nous montre qu'il y a un cadre pour cela qui est possible. Et à travers le bel exemple de la CAMIF, vous allez aussi avoir les clés d'une mise en place concrète. Avant de démarrer, j'en profite parce qu'il y a une citation que nous aimons beaucoup au MOO et je me suis dit qu'elle collait parfaitement aujourd'hui à la session. Alors, ce n'est pas une citation d'un entrepreneur ou d'un économiste, c'est une citation d'un architecte scientifique américain, Richard Buckminster, qui nous dit que ce n'est pas en combattant la réalité existante que l'on fait changer les choses. Pour qu'une chose change, il faut construire un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la société à mission, c'est ce que nous allons essayer de faire avec vous. Alors peut-être pour démarrer, d'habitude, j'ai l'habitude de présenter l'intervenant, mais je crois qu'aujourd'hui, je vais vous laisser vous présenter et nous expliquer qui vous êtes et ce qui vous a amené sur la route de la CAMIF. Ouais, moi, je suis un entrepreneur. J'ai créé ma boîte, j'avais 23 ans. J'ai commencé en 95 à vendre de la literie sur Internet avec Matelsum. Et ma vie d'entrepreneur a pris un tournant particulier quand j'ai quitté Paris pour aller m'installer à Niort pour relancer la CAMIF. Qui est-ce qui connaît la CAMIF ? Ok, bon, c'est pas mal. Donc, c'était une coopérative créée en 1947 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre et puis qui a connu des heures de gloire avec le gros catalogue papier que beaucoup d'entre nous ont dû connaître à un moment donné. Et qui a eu des difficultés avec l'arrivée d'Internet, qui a fait faillite en 2008. Et moi, j'étais convaincu que même si une entreprise peut faire faillite parce que des changements de modèle économique, c'est pas simple à gérer, une grande marque, ça ne meurt jamais, ça reste dans la tête des gens. Et donc, voilà, j'ai embarqué ma femme, ma famille et mon entreprise dans cette aventure. Je dis souvent, j'ai fait le pari de l'amour parce que je suis rentré un soir de Niort où j'avais pendant 5 mois beaucoup de discussions avec les acteurs du territoire, le préfet, etc. Et j'ai compris que si je ne mettais pas tout dans la balance, ça n'aurait aucune chance de marcher. Donc je suis rentré un dimanche matin à ma femme et je lui ai annoncé qu'on partait à Niort. Voilà. Donc c'est le pari de l'amour, elle a suivi. Mes enfants étaient très contents, ils pensaient qu'ils partaient à New York, donc ça c'est tout allait bien. Et au-delà de ça, on a fait un chemin, on va en parler, sur l'entreprise à mission. Et là, il s'agissait à la fois de relancer, mais très vite je me suis rendu compte que ce n'était pas juste de relancer, c'était vraiment de réinventer le modèle et de transformer en profondeur son offre, sa clientèle. Donc on a fait un chemin assez long et assez passionnant en fait sur l'entreprise à mission assez tôt avec la rencontre des chercheurs Blanchet-Grestin et Armand Hatchwell de l'École des Mines qui avaient théorisé sur ce modèle-là en 2008 pendant la faillite de CAMIF
qui a entraîné celle de Lehman Brothers, puis la crise financière mondiale. Et eux se sont dit, mais en fait, ce n'est pas une crise financière mondiale, c'est la crise de l'entreprise. Et ils avaient imaginé un modèle dont on parlera. Et je suis également, j'ai cofondé également l'association de la communauté des entreprises à mission, qui est une association d'intérêt général pour offrir un cadre de partage aux dirigeants qui souhaitent s'engager, rendre leur entreprise plus contributive. Et à ce moment-là, la loi Pacte n'existait pas encore, mais on sentait qu'il y avait besoin d'un cadre et qu'on l'avait expérimenté avec Camif. Ça nous semblait être un bon cadre, très intéressant, pour plein de raisons dont on parlera. Et donc on a souhaité le partager, continuer à l'enrichir, et puis on a poussé pour que dans la loi Pacte, il y ait le modèle d'association à mission qui soit repris, ce qui a été le cas, donc c'était un vrai accélérateur pour le coup. Et donc j'ai présidé l'association jusqu'en juin, là, et maintenant je suis passé à la main et je suis en charge du développement européen de l'entreprise à mission, parce que je crois qu'il y a vraiment une opportunité pour affirmer notre vision singulière de l'entreprise, de son rôle dans la société, et qu'il faut passer à l'échelle européenne pour affirmer ça par rapport au capitalisme chinois ou américain qui est très très différent du nôtre. Voilà. Bah, merci. T'as vu, j'ai pas été bon parce que j'ai pas été court, mais... Oui, mais j'aurais pas fait mieux en présentation, donc c'est parfait. Avant qu'on se lance effectivement dans le modèle de la Camif, j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit moment sur le rôle des entreprises dans la transition. Vous avez dit dans un article que pour vous, il n'y aura pas de régénération sans coalition. Donc aujourd'hui, quel est le rôle des entreprises dans ces coalitions et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter dans cette transition? Je crois que l'entreprise est tout simplement le plus puissant levier de transformation qu'on ait à disposition de la société et qu'il y a urgence à l'activer. Alors on est tous acteurs, hein, les citoyens, les États, les entreprises. Mais les citoyens seuls ne peuvent pas tout, les États seuls ne peuvent pas tout, et les entreprises seules non plus d'ailleurs, mais elles sont quand même très puissantes parce qu'elles sont ancrées sur des territoires, elles peuvent influencer toute leur chaîne de valeur en amont, mais aussi en aval, les comportements d'achat de leurs clients. Et donc elles ont toujours façonné le monde, les entreprises. Ce n'est pas les États qui ont inventé le train, l'avion, bref, c'est les entreprises et les entrepreneurs qui ont toujours façonné le monde. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles façons à construire, en fait. C'est une nouvelle vision que tu évoquais tout à l'heure. C'est ce fameux monde d'après et c'est aux entrepreneurs de le faire. Et donc, c'est aux entreprises de travailler. Il y a une étude de Carbone 4 qui m'avait marqué à l'époque, c'était si tous les citoyens adoptent les meilleurs éco-gestes, on ne prend plus la voiture pour les trajets de moins de 3 km, on ne prend plus l'avion, on ne mange plus de viande. On n'a fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Ça veut dire que les 75 autres % du chemin sont à faire par les entreprises, les collectivités. Mais voilà, ça met une certaine pression parce qu'aujourd'hui, ce qui est différent des générations d'avant, c'est qu'on est la première génération à avoir pris conscience du lien entre ce qu'on observe, le dérèglement du climat, les problèmes de biodiversité, et nos modes de vie. C'est directement lié. Donc nos modes de vie, c'est nos modes de consommation, c'est nos modes de déplacement, c'est nos modes de production. Donc il va falloir tout réinventer pour qu'on bâtisse un monde soutenable. Et c'est le pari de l'amour encore une fois. Moi je veux bien parler de l'amour, mais si on aime notre planète et si on aime nos enfants et nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants qu'on ne connaît pas encore, il faut leur bâtir un monde soutenable, quoi. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc les citoyens seuls ne peuvent pas tout, mais ils ont aujourd'hui des exigences croissantes sur l'engagement de l'entreprise. On a fait un sondage avec BVA et la communauté des entreprises à mission qui montre que 91% des Français souhaitent que les entreprises s'engagent davantage. Mais au-delà de l'engagement, ce qui est important, c'est la crédibilité de cet engagement, c'est la sincérité de cet engagement, parce qu'aujourd'hui aussi, les citoyens décryptent très bien les tentatives de greenwashing de grands groupes. Donc il y a une attente, une aspiration, encore plus sans doute chez la jeune génération, sur l'engagement de l'entreprise. Et donc l'entreprise est un puissant levier de transformation à partir du moment où elle en a conscience. Et les États aussi sont des acteurs, hein. Si on interroge un peu tous les acteurs de la transition, les États évidemment ont un rôle majeur à jouer par la réglementation, par la fiscalité, par la commande publique. Voilà. Et eux aussi, ils coopèrent, hein, les COP. Mais si on prend le bilan des COP, la COP 1, c'était en 1995, c'était 365 particules par million dans l'atmosphère de CO2. Aujourd'hui, on est à 417 et on est à la 28e.
ça montre toutes les limites et toutes les complicités. Et en fait, je pense qu'il ne faut surtout pas attendre que un tel bouge ou autre. Il faut que tout le monde bouge en même temps. Parce que le pire, c'est le triangle de l'inaction où on se dit, bah, moi, tant que l'État ne bouge pas, je ne fais rien. Bah non, non. Il faut bouger. Il faut bouger tout le monde en même temps. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est chouette, mais enfin, c'est comme ça. On a conscience qu'on ne va pas pouvoir continuer longtemps à vivre comme on a vécu. Et donc, il y a une forme d'urgence à bouger, à expérimenter, à se mettre en mouvement. Et cette mise en mouvement, elle génère de l'énergie positive. Chez tout le monde, chez les dirigeants, parce qu'on n'est pas absent de cette quête de sens, de cette envie de contribuer, chez les collaborateurs, chez les clients qui peuvent privilégier aujourd'hui une entreprise ou une marque parce qu'elle est plus engagée, parce qu'elle répond mieux à leurs aspirations. Et donc, finalement, il y a une énergie libre, disponible, gratuite et qui n'émet pas de CO2, c'est la nôtre. Et il faut la mettre à profit du monde de demain qu'il faut imaginer. Et je crois aussi que c'est un temps assez précieux. C'est un temps précieux parce que le temps est compté. Et c'est un temps précieux pour ceux qui ont l'imagination parce qu'il va falloir tout réinventer. Et donc, ce n'est pas avec les recettes du passé qu'on va inventer demain. Parfait. Du coup, côté Camif, vous avez effectivement réinventé le modèle. Aujourd'hui, la Camif, c'est 75 collaborateurs à Niort. 75% des produits que vous vendez viennent de France. 0% viennent hors d'Europe. Quelle est aujourd'hui la mission que s'est donnée la Camif et comment êtes-vous arrivé aujourd'hui à ce résultat ? Alors effectivement, Camif a fait le choix dès 2009 de miser sur un modèle alternatif à ce qu'on a pu observer, et moi ce que j'ai pu observer sur mon marché qui a opéré, mouvement qui a opéré la grande distribution, qui a consisté à toujours aller chercher plus loin, moins cher ailleurs. On a fait le pari qu'il y aurait des consommateurs qui privilégieraient du local, de la qualité, du durable. Donc cette promesse qu'on a faite dès 2009, c'est de miser sur une offre recentrée sur l'équipement de la maison, périmètre historique de Camif. Donc on a abandonné le textile habillement qui avait un peu contribué à ringardiser l'image de la marque avec le total look de l'Instit. Ça c'est fini, c'est derrière nous. Et surtout ce choix très en avance, en fait, peut-être trop, peut-être, j'en sais rien, mais enfin en tout cas c'est comme ça, de miser sur cette proposition de valeur. Personne ne parlait du Made in France en 2009, il n'y avait pas eu encore ni le ministre qui portait la marinière, ni le slip français, je ne vais pas me mettre mon slip, mais c'était beaucoup moins à la mode, c'était en fait même très ringard. Et ces choix ont été guidés par une forme à la fois d'intuition qui est... En fait, il n'y a pas d'autre choix, pas d'autre voie possible pour Camif. Parce qu'on ne va pas réinventer Camif pour faire la même chose qu'avant. On ne va pas réinventer Camif pour faire ce qui se fait sur le marché. Il va falloir qu'on trouve quelque chose de différent, qui fasse le lien avec l'histoire, avec les attentes des clients historiques, leurs valeurs, voilà. Et en même temps, le lien avec le futur. Et quel futur désirable on pourrait imaginer avec Camif. Et ces choix se sont imposés à nous. Et le modèle d'impact positif sous-tendu par ce choix-là a été aussi déterminant parce que donc, dans le contexte de 2008, la crise financière mondiale, plus aucune banque pour financer des projets d'entrepreneurs, encore moins des entreprises sur des projets avec un fort risque d'exécution. Et si malgré tout, dans le contexte, on a réussi à lever des fonds auprès de nos banquiers, c'est parce qu'on a eu le soutien de tous les acteurs de la région, de la communauté d'Aglo de Niort, de la région Poitou-Charentes à l'époque, qui ont compris que notre projet, c'était de venir s'installer à Niort, c'était de recréer des emplois. On a ouvert un centre de relations clients à Niort, on a ouvert un centre logistique, on a recréé en tout à peu près 200 emplois avec l'ensemble des partenaires. Et du coup, ils se sont dit, on le veut ce projet. Donc, donc, ils ont garanti 95% de nos emprunts bancaires, sans quoi, juste dans le contexte, c'était impossible, on ne faisait pas le projet. Donc, finalement, mettre l'attention sur l'enjeu social dès 2009, en 2009, il n'y avait pas d'autre choix, mais ça a rendu possible le projet. Je trouve que c'est intéressant parce que, bien sûr, après, il y a toute la valeur économique, le modèle économique, etc., mais déjà ça. De la même manière, regagner la confiance de fabricants qui avaient tous perdu de l'argent au moment de la chute de la Camif, ce n'était pas simple, mais quand on leur a dit on va miser sur le Made in France, sur vos savoir-faire, sur ça qu'on va mettre en valeur sur le site,
Ils ont dit, en fait, ça, il n'y a personne qui le fait, donc ouais, pourquoi pas, c'est pas inintéressant. Ça vaut le coup qu'on ose redonner un peu de confiance à Camif. Et donc, c'est comme ça qu'on a bâti cette offre. Et aujourd'hui, effectivement, on travaille avec 125 fabricants français dans tout l'équipement de la maison, du mobilier, de la literie, du linge de maison, qui représente 75% de notre chiffre d'affaires. Et une des premières innovations qu'on lance sur camif.fr en 2009, c'est de donner la possibilité aux internautes de choisir leurs produits en fonction du lieu de fabrication. Ça paraît bête, mais choisir par pays, par région, par département, voir d'où vient le produit, combien d'emplois en soutien quand on achète un lit ou un meuble à la Camif, d'où viennent les principaux composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Donc c'est vraiment avec une grande transparence qu'on a redonné le pouvoir au consommateur d'utiliser son pouvoir, c'est-à-dire son pouvoir d'achat, pour favoriser l'économie locale, parce qu'il y a une sorte de bon sens derrière cette économie locale. Elle soutient des emplois et elle fait faire moins de kilomètres au produit. Donc c'est plus d'emplois, moins de CO2. Ça, c'est très très simple à comprendre. Et c'est comme ça que ça a redémarré, avec un modèle purement Internet où on a arrêté le gros catalogue papier qui coûtait 40 millions d'euros à produire et à distribuer. Mais bon, voilà. Et puis, assez vite, on s'est rendu compte qu'on avait quand même à peu près 80% de nos clients dans notre base de clients qui avaient plus de 65 ans d'âge moyen. Donc, il y avait peut-être un petit sujet de pérennité, en fait, sur tout simplement l'activité de l'entreprise. Même s'ils adoraient Camif et qu'ils étaient très fidèles et ils nous ont permis de redémarrer, il fallait donc aller chercher des nouveaux clients. Qui dit chercher de nouveaux clients dit investir pour aller chercher de nouveaux clients. Qui dit chercher de nouveaux clients dit aussi investir pour transformer votre offre parce que la table en bois, en merisier, machin, c'est moins l'aspiration des jeunes générations. Donc ça voulait dire un gros sujet de transfo en fait. Que je n'avais pas vraiment en tête quand je me suis lancé, mais parce que heureusement qu'on n'a pas en tête tout ce qu'on doit faire quand on se lance, et on ne se lance jamais. Et donc là, je me mets en chasse pour aller chercher un fonds d'investissement pour nous accompagner dans ce chantier. J'ai mis 18 mois pour faire beaucoup d'allers-retours Niort-Paris, Paris-Niort, Niort-Paris, Paris-Niort, et finalement pour ne pas trouver. D'accord. Tous les fonds que je rencontrais me disaient c'est formidable ce que vous avez fait, bravo, c'est très bien, revenez un peu plus tard quand vous serez rentable. J'avais beau leur dire, ça c'était en 2012. Quelle période 2012. Ouais, c'était à peu près 3 ans après la relance. On avait déjà passé un cap, on avait remis sur pied toute l'organisation, tout ça, Et d'autres nous disaient, alors j'avais beau leur dire, oui, si on mettait le centre d'appel qu'on a mis à Niort, on le met à Madagascar et on devient rentable. Ah ben pourquoi vous ne le faites pas? En fait, c'est pas le projet, quoi. Personne ne percevait l'impact positif qu'on pouvait avoir sur cet enjeu social. Et pareil sur le Made in France. J'avais quand même rencontré un fonds financé par l'État qui m'a quand même posé la question de qu'est-ce qu'on ferait quand on n'aurait plus de fabricants en France. Ça fait sourire, mais franchement, c'était la vision de l'État sur la place de l'industrie en France en 2012. Il n'y en a plus. Donc, je vais vous expliquer que notre modèle d'impact positif, c'est qu'au contraire, on participait, mais bon, ça... Et du coup, j'étais un peu désespéré parce que je me suis dit, et donc, j'ai travaillé avec des gens qui m'aidaient pour cette levée de fonds. Et je leur ai dit, mais est-ce qu'il existe sur Terre un fonds d'investissement qui s'intéresse au modèle d'impact positif qu'on peut... Et il m'a dit, je ne sais pas, mais on va regarder. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Laurence Meignery et de Pierre-Olivier Barren qui avaient créé Citizen Capital en 2008. La crise financière, les crises, c'est souvent des opportunités pour démarrer des nouveaux projets. Et eux, leur thèse d'investissement, c'est que les entreprises qui ont le plus d'impact seront également les plus performantes pour leurs investisseurs, donc financièrement. Et donc c'est leur thèse d'investissement, il fallait le démontrer. Et donc ça a tout de suite matché. D'abord, c'est eux qui ont fait le premier voyage Paris-Niort. C'était un bon signal pour moi. On a passé une journée ensemble et on s'est dit, mais bien sûr, on est complètement alignés. Donc heureusement qu'on n'a jamais trouvé de fonds avant, parce que ce qui est très important, c'est d'avoir des actionnaires qui sont alignés avec votre vision du business. Et avec Citizen Capital, ils nous ont beaucoup challengés pour structurer notre démarche d'impact. Ok, on sentait bien qu'on avait un impact positif, mais on ne l'avait pas qualifié, on ne l'avait pas quantifié. Et on a fait la rencontre des chercheurs à ce moment-là.
Et donc Blanche et Armand, eux, avaient écrit un bouquin, Refonder l'entreprise, en 2008. Ils avaient bâti un modèle qui s'appelait à l'époque la société à objet social étendu, convaincus que l'objet social de l'entreprise ne peut pas se limiter à être le partage du profit entre actionnaires, mais qu'elle a un vrai rôle, une vraie utilité dans la société, et qu'on a juste oublié ça. Voilà. Et qu'à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout, on a été dans le mur avec la crise financière. Donc, et eux cherchaient à ce moment-là des entreprises pour expérimenter leur modèle, qui était un modèle de laboratoire. Et donc, évidemment, moi, ça m'intéresse. Et donc, on s'est mis en chemin. On a créé un petit groupe de travail qu'on a appelé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu. Et je leur ai confié, donc c'était des représentants de parties prenantes, des salariés, des fournisseurs et des experts externes. Et je leur ai confié la mission de définir la mission de l'entreprise. Je me suis dit, finalement, ce n'est pas que à moi de définir cette mission. C'est quelque chose. Enfin, l'entreprise, c'est un projet collectif, donc il ne m'appartient pas. Et donc, interrogeons le collectif qui forme l'entreprise sur, au fond, avec une question en fait assez fondamentale et essentielle, qu'on ne se pose jamais dans les entreprises, ou assez peu, mais pourquoi on existe? À quoi on sert? Et donc, ça a été 2 ans. C'est ce que j'allais dire, ça a mis 2 ans pour... 2 ans et demi, pour être exact, d'interview avec l'ensemble des parties prenantes. Pour oublier aucune des parties prenantes, on utilise l'acronyme de la CAMIF. Le C, nos clients, les consommateurs. Le A, les actionnaires. Le M, le monde qui entoure l'entreprise, notre territoire, les ONG. Le I, l'intérieur de l'entreprise, les collaborateurs. Et le F, les fournisseurs. Et avec cette question, finalement, pourquoi on existe? Quelle est la valeur qu'on crée pour vous, qu'elle soit économique, sociale, environnementale? Qu'est-ce qui serait différent si on n'existait pas? Et qu'est-ce qui serait différent si tous les acteurs du marché adoptaient les bonnes pratiques de CAMIF? Et c'est fort de toute cette matière collectée qu'on a formulé notre raison d'être, et qu'on a, après pas mal d'itérations successives avec les collaborateurs, et qu'on a inscrit dans nos statuts en 2017. Donc c'est proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et mobiliser notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et cette raison d'être, on l'a assortie avec 5 objectifs de mission, qui sont des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux, qui, là, clairement, nous ont mis en tension, et donc qui nous ont mis en mouvement. Et il y a 2 choses qui ont été assez importantes. L'inscription dans les statuts, c'est essentiel parce que ça permet vraiment d'avoir l'alignement des actionnaires sur le fait que l'entreprise, elle n'est pas là uniquement pour leur profit propre, mais elle est là pour une mission qui dépasse leur profit propre, qui est une mission qui va contribuer au bien commun et qui, parce que l'entreprise va être utile, va générer la valeur pour l'actionnaire. C'est un changement d'état d'esprit assez complet. Ça ne veut pas dire qu'on renonce au profit, pas du tout, mais ça veut dire qu'on remet le profit à sa bonne place. C'est pas, le but ultime de l'entreprise n'est pas de faire du profit. C'est l'utilité de l'entreprise qui fera sa valeur. Et puis la deuxième chose qui est essentielle, mais qu'on retrouve dans toutes les démarches, c'est des démarches très collaboratives qui embarquent sur un temps assez long l'ensemble des parties prenantes et qui vont ensuite transformer les pratiques, l'entreprise, qui vont mettre en tension. Et l'important, c'est que cette raison d'être ne soit pas hors sol. La raison d'être, c'est un exercice qui n'est pas simple parce que c'est une forme de ligne de crête. Si on est trop déconnecté des pratiques de l'entreprise, ça se voit tout de suite. Et puis les premiers à le voir, c'est les collaborateurs qui vont nous dire ouais, okay, on dit ça, mais on fait ça. Donc il y a un risque d'insincérité qui est très vite perçu. Et ça va se retourner contre l'entreprise. Donc c'est vraiment tout l'inverse de la démarche recherchée. Et inversement, si ça ne crée pas une tension positive, créative dans l'entreprise, ça ne sert à rien parce que ça ne transforme pas en fait. Donc il faut trouver cette juste formulation. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter et prendre son temps et interroger largement et le faire de manière collaborative. Et ensuite, l'important, c'est que tout le monde puisse, dans l'entreprise, se référer à « Ok, notre raison d'être, c'est ça, mais c'est quoi mes objectifs ?» Voilà. Et donc, pour décliner le projet de l'entreprise à mission dans une feuille de route, il faut des objectifs sociaux, sociétaux ou environnementaux. Chacun va définir ses propres objectifs. Chaque organisation a un profil d'impact qui est différent d'une autre. Ça va être d'ailleurs sa marque de fabrique, ça va être son empreinte, son impact positif, en tout cas l'impact positif qu'elle cherche à avoir pour la société. Et ça doit être vraiment singulier à l'entreprise et ça doit être ancré dans le modèle économique de l'entreprise. C'est probablement ce qui différencie le plus
l'entreprise à mission des démarches de RSE classiques. C'est quel impact positif on cherche à avoir. Et nous, deux exemples, deux illustrations de comment ça a été pour nous. À la fois, alors ça a été un très fort levier d'engagement pour les collaborateurs. Ça redonne du sens à l'entreprise. C'est pas qu'on avait besoin de sens, qu'on avait déjà pas mal de sujets, mais ça a vraiment permis de clarifier. Et vous les avez impliqués vraiment dès le départ dans la définition. Ça c'est très important. Oui. Et donc ça redonne du sens à l'entreprise. C'est un levier d'innovation parce que comme on se met en tension, on est obligé de se bouger pour s'aligner avec les objectifs qu'on s'est fixés. Et du coup, in fine, c'est un levier de performance. Ça ne vient pas tout de suite, la performance. Il faut être un peu patient. Mais ça vient. Si c'est bien fait, ça vient. Donc, deux exemples de comment ça nous a mis en tension. Le premier objectif de mission qu'on s'est fixé, c'est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. Ce thème de la consommation responsable, on ne l'avait pas avant la réflexion faite sur l'entreprise à mission. En fait. On faisait de la qualité, on faisait du Made in France, on faisait du durable, de l'éco-conception, mais on savait qu'a priori, on participait à un modèle de consommation différent, mais on n'avait pas formulé, exprimé clairement que, en fait, une des utilités du modèle CAMIF, c'est de prôner un nouveau modèle de consommation responsable. Et ça, c'est très intéressant d'en prendre conscience, en fait. Et du coup, on tire le fil. Et donc, en 2017, 15 jours après l'inscription dans les statuts, je convoque, j'avais un comité stratégique avec mes actionnaires. Et donc, je leur annonce qu'on va fermer camif.fr pour boycotter le Black Friday. Même dans la semaine du Black Friday, je suis obligé d'en parler. Et là, je ne cache pas que ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique, voilà. Mais parce qu'ils ont mis 2h30 à essayer de me convaincre oui, ils comprenaient qu'on venait de sortir de 2 ans et demi de travail sur la définition de la mission, que la consommation responsable, c'était au cœur de notre mission, ça, il n'y avait pas de doute, mais qu'on n'était peut-être pas obligé d'aller jusqu'à fermer Camif et qu'on pouvait très bien ne pas fermer, ne pas faire de promotion. Et moi, je ne crois pas qu'on va changer le monde avec de l'eau tiède, mais je crois qu'on va le changer avec de l'audace. Et c'est ça qu'on attend d'un dirigeant. Ouais, j'ai un peu rodé ma petite formule. Avant de venir, j'ai révisé. Et c'est ce qu'on attend d'un dirigeant. C'est oser. Parce que c'est pas, là encore une fois, c'est pas en faisant des petits mouvements. Non, il y a un moment donné besoin de radicalité. Et c'est d'ailleurs ce qu'attendent les gens. Ils regardent, est-ce que c'est sincère ou pas la démarche. Il y a besoin d'actes forts pour marquer la sincérité. Et alors, c'était un pari, parce que pour que ça marche, il fallait qu'on en parle. Donc, après l'accord des actionnaires, sachant qu'on avait déjà eu l'accord des collaborateurs, où on fait un point du mardi, tous les mardis, où on réunit toute l'entreprise à 14h. Je ne sais pas si je vais y aller. Ça risque d'être juste. Pour Niort, oui, ça va être juste. Mais en visio, on peut assister. Et là, souvent, on vote un peu avec les pieds. Donc, on dit, voilà, on projette. Donc, j'annonce on projette de fermer le site pour boycotter Black Friday et qui est OK. Donc, j'ai à peu près 2 tiers de l'entreprise qui bascule du côté « on est OK » et un tiers qui ne sont pas OK parce qu'ils trouvent que c'est privé tous nos fabricants de la meilleure journée de l'année et qu'on fait quand même de l'éco-conception, du Made in France et qu'on ne va pas non plus se tirer une balle dans le pied. C'est un argument qu'on peut tout à fait entendre. Mais comme j'avais la majorité, j'y étais et puis j'ai été défendre le sujet auprès des actionnaires. Et donc eux, l'argument, en fait, personne ne parlera de Camif quand on ne fera pas de promotion. Par contre, on a peut-être une chance qu'on en parle quand on fermera. Alors ça les a touchés. Donc, on a envoyé quelques communiqués de presse pour dire ce qu'on faisait. Et là c'est là où j'ai eu quelques gouttes de sueur. Parce que la moitié des journalistes revenaient vers nous en disant « on ne comprend vraiment pas votre problème avec le Black Friday. Quel est le problème de faire des bonnes affaires pour Noël, au fond ?» Okay. Et donc cela, je ne pouvais pas faire grand-chose pour eux. Et puis l'autre moitié disait « c'est incroyablement courageux votre truc, mais… » on va passer en comité de rédaction, et puis après le comité de rédaction, ils revenaient tous en disant désolé, on ne va pas parler d'un site qui ferme pour le Black Friday parce que c'est quand même notre meilleure semaine de recettes publicitaires. Donc on était contre le système. Et là, on touchait un dogme. Et moi, je l'ai vu, j'ai un de mes actionnaires, pourtant un fonds de famille, etc.,
qui m'en veut encore aujourd'hui. Hein, parce que j'ai touché un dogme, celui de la croissance, celui du chiffre d'affaires. On ne fait pas la grève du chiffre d'affaires, ça ne se fait pas, quoi. En fait, c'est une très bonne illustration que l'entreprise n'est pas là que pour faire du chiffre d'affaires. Elle est là aussi elle a un rôle politique. Et quand tu disais il faut inventer le monde de demain, elle a ce rôle-là d'inventer le monde de demain. Et parfois, il faut des marqueurs forts de ça. Et donc, ça a été incroyable parce qu'en fait, personne ne voulait parler de notre boycott du Black Friday. Mais 2 jours avant, vraiment, c'était 2 jours avant, le mercredi, j'ai 1 ou 2 journalistes qui avaient reçu le truc et ont dit quand même, venez nous voir parce qu'on a reçu plein de mails de Black Friday, c'est affreux, on n'en peut plus. Venez nous expliquer quand même. Alors, j'ai fait mon baptême du Jean-Jacques Bourdin ce jour-là, j'ai fait une demi-heure à l'antenne où j'ai expliqué, il était un peu sceptique, hein. Il disait, oui, on ne comprend pas trop, mais venez nous expliquer. Ensuite, il m'a dit, vous faites de la com. J'ai dit, oui, tout à fait, on fait de la communication, mais de la communication responsable parce qu'aujourd'hui, j'ai rien à vous vendre. Juste passer un message. Il y a 15 000 scientifiques qui, 15 jours avant, avaient en 2017 déjà pris la parole en disant on va dans le mur si on continue à consommer comme on consomme, etc. Donc il faut changer nos modèles. Et moi, ça m'avait d'ailleurs interpellé parce que on a un peu l'impression d'être sur le Titanic parfois et on sait tous qu'on a heurté le iceberg, mais on continue à faire la fête sur le pont, quoi. C'est un peu ça l'image. Et donc j'explique que voilà, notre modèle, c'est consommer moins, mais consommer mieux. Et en consommant moins, on peut changer radicalement sa façon de consommer et de consommer mieux, c'est possible. Voilà. Et c'est ça le modèle Camif. Voilà. Donc arrive la première coupure pub, il y avait 100% des spots pour le Black Friday. Donc là, il a changé d'avis, il a dit oui, en fait, vous avez raison. Et j'ai même eu un truc horrible, il y avait une journaliste qui venait en plateau pour lire les spots du Black Friday, qui s'est levée en s'excusant devant moi. J'avais jamais vu ça. Elle a fait 5 spots pour le Black Friday, puis je suis vraiment désolé, je me dis, bref. Le message était passé. Oui, clairement. Et en fait, avec le recul, parce que c'était un renoncement évidemment très fort, on a perdu la meilleure journée de l'année. Mes actionnaires m'ont appelé le lundi en me disant alors, ça a été comment ? Je dis, on a fait 0. C'était clair. Mais tu as eu du trafic ? Oui, on a eu beaucoup de trafic. Bon. Et en fait, avec le recul, ça a été un marqueur très fort de notre engagement. Donc, ça nous a accéléré beaucoup le recrutement de nouveaux clients plus jeunes qui cherchent des marques qui sont engagées, mais qui sont surtout capables d'apporter la preuve de leurs engagements. Et donc, ça n'a pas été au détriment, finalement, sur le temps long de la croissance. On est devenu la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison pour notre engagement sur la consommation responsable. Donc, ça a de la valeur. Et puis, l'année dernière, 1500 sites e-commerce ont boycotté le Black Friday. Et je pense que cette année, ça va être à peu près pareil. Donc, on a suscité, créé un mouvement. On a posé ce débat de la consommation responsable par rapport à la surconsommation. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc, aujourd'hui, on ne ferme plus parce qu'on n'a plus besoin de fermer parce que le débat est là. Mais pendant 5 ans d'affilée, on a fermé quand même, chaque vendredi. Et l'année d'après, on a interrogé nos clients. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on vous fait des bonnes promotions sur du bon Made in France éco-responsable ? 88% des gens ont dit il faut fermer. C'est pour ça qu'on vous aime, c'est pour ça qu'on vient chez vous. C'est génial. C'est génial, ouais. Voilà, donc c'était un renoncement fort et je pense que la notion de renoncement, probablement un des marqueurs de la sincérité dans une entreprise. Et c'est une façon à la fois de s'aligner par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et quand on travaille pendant 2-3 ans sur sa mission, etc., à un moment donné, on ne peut pas ne pas s'aligner. Enfin, même si ce n'est pas immédiat, mais ça se fait avec le temps. C'est un acte de leadership très fort pour un dirigeant qui veut mettre son entreprise en mouvement. Et pour la mettre en mouvement, il n'y a rien de tel que la mettre en déséquilibre. Alors, il ne faut pas tomber, hein, mais on ne marche pas si on ne se met pas en déséquilibre. Il faut prendre le risque de se mettre en déséquilibre. Et en fait, on s'aperçoit que ça met l'entreprise en mouvement, en énergie. On parlait d'énergie tout à l'heure, mais ça suscite une énergie incroyable chez nous. Le boycott de Black Friday, c'est beaucoup de fierté des collaborateurs. Ça embarque, oui. Oui, ça embarque. Et puis, des renoncements, on en a fait d'autres, du coup, parce qu'on a appris que c'était un bon levier pour s'aligner, que c'était un bon levier pour marquer vraiment notre différence, pour embarquer les équipes. On n'a pas toujours fait 100% de notre production en Europe. Ça a été un renoncement qu'on a fait en 2021 et ce sont nos collaborateurs qui ont choisi en 2021 de couper les 7% du catalogue qu'on avait encore qui était fabriqué en dehors d'Europe. Ça leur a libéré de l'énergie parce qu'ils n'avaient plus besoin d'aller discuter avec des fabricants à l'autre bout de la planète
pour se concentrer sur ce qui compte vraiment chez nous, c'est-à-dire développer la production locale. Donc aller chercher des alternatives locales. On n'a pas trouvé des alternatives pour tout, mais on a mis l'effort pour y arriver. On a fait un hackathon il y a 2 ans pour essayer de relocaliser des parasols et des micro-ondes. Bon, on n'a pas encore complètement trouvé, mais je ne désespère pas. Donc, mais oui, ça libère de l'énergie. Donc en fait, tout ça, c'est très positif. Il y a deux phases d'une pièce. Dans le renoncement, on voit très bien ce qu'on perd, mais on ne voit pas souvent ce qu'on gagne. Mais en fait, on gagne beaucoup à renoncer. Et donc, vous avez renoncé à certains produits, certaines activités. Mais à côté de ça, vous avez aussi cherché à améliorer certains produits. Et ça, vous l'avez fait avec vos fournisseurs. Vous avez organisé justement des camifatons. Et sont sortis très concrètement des innovations que vous avez ensuite mis sur le marché, comme un matelas d'upcycling. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi concrètement quels peuvent être des procédés à mettre en place pour embarquer toute la chaîne de valeur? Heureusement, il n'y a pas que du renoncement. Et donc en 2017, ce qui nous met en tension, c'est également notre 3e objectif de mission, qui est de faire de l'économie circulaire notre standard. Ça nous oblige à revoir les 20 000 références du catalogue Camif et à se poser la question: comment sont fabriqués ces produits? Comment on peut faire mieux avec moins? Comment on peut utiliser davantage de composants issus du recyclage? Comment on peut revoir entièrement la façon de faire un produit? Et là, on se dit, waouh, c'est un énorme chantier, parce que 20 000 références, pas de dessin, mais on se dit, on en a pour 20 ans. Et puis si on attend que nos propres fournisseurs fassent de l'économie circulaire, ça ne va pas marcher. Et donc, moi, je crois beaucoup à la force de l'expérience collective. Et mobiliser l'intelligence collective, c'est la seule façon de faire différemment. Donc, on organise un camifaton en 2017 où on réunit, on fait un appel à manifestation d'intérêt. Des fabricants répondent, parfois des fabricants avec qui on ne travaillait pas, des designers, des experts de l'économie circulaire, des collaborateurs et des consommateurs, et on leur donne carte blanche pour inventer des nouveaux projets, avec notre engagement qui est d'accompagner tous ces projets qui sortiront du camifaton au bout de 3 jours, jusqu'à la fabrication et jusqu'à la mise en ligne et à la commercialisation. Et là, c'est le truc magique, quoi. Des gens qui ne se connaissaient pas 3 jours avant se sont rassemblés, ont commencé à pitcher des projets. À la fin, il y avait un petit jury qu'on avait organisé à la fin des 3 jours. Et on a accompagné la première année une quinzaine de projets. Ce mouvement-là, on l'a fait en 2017, il est en train de changer notre métier. On a à peu près révisé la moitié du catalogue aujourd'hui sur les principes de l'éco-conception. Et on est en train de passer des choses qu'on n'avait pas du tout imaginées quand on a fait le chemin d'entreprise à mission. On est en train de passer du métier historique de Camif, qui est un métier de distributeur, où on fait un travail de sélection de l'offre sur des critères qualitatifs, local, durable, à un métier d'éditeur où on développe nos propres collections avec des experts d'économie circulaire, et des collections sous nos marques propres. Et en fait, tout ça a créé beaucoup de valeur pour nous là aussi. Ça a pris du temps, ça prend du temps, transformer l'offre, c'est vraiment long, mais ça a créé beaucoup de valeur. Exemple, le matelas Timothée, inventé, imaginé en tout cas, pendant le camifaton de 2017, qu'on a sorti l'année dernière. Donc ça a pris un peu de temps. Mais 4 ans et demi, 5 ans pour mettre au point le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. C'est une première boucle d'économie circulaire au sein de la filière literie. Et donc c'est le fruit d'une coopération, parce que l'économie circulaire c'est de la coopération, entre une jeune entreprise qui faisait du recyclage, et qui fait toujours du recyclage de matelas en Ardèche, à Flaviac, un éco-organisme qui fait la collecte des matelas, un institut technique dans l'ameublement pour mettre au point le bloc de mousse et répondre aux contraintes réglementaires, sanitaires, confort et compagnie et durée. Et un fabricant à Niort de matelas. Et donc, le matelas Timothée est sorti l'année dernière. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que les efforts sont récompensés. Ça ne marche pas toujours. Hein. Il y a eu des échecs aussi, heureusement. C'est comme ça qu'on apprend. Mais quand on arrive à être au bon prix, en fait, les efforts sont vraiment récompensés. On a, je dirais, avec ce produit-là, l'exemple que la mission est quelque chose de très concret, ça touche au cœur de l'offre. L'exemple que la mission crée une triple valeur, économique, sociale et environnementale. Donc une valeur économique pour nous, on en a eu la preuve, parce qu'avec l'inflation qu'on a vécue ces 18-24 derniers mois, tout a tellement augmenté, les matières premières, la mousse, l'acier, le bois, que notre matelas Timothée, qui était peut-être
qui aurait pu être un peu plus cher avant la crise, aujourd'hui, il est plus compétitif qu'un matelas traditionnel fait à partir de mousse issue du pétrole. Donc ça a protégé nos marges. Et dans cette crise de la ressource, on va vers de la crise massive de la ressource, la raréfaction des ressources, l'inflation des matières premières. L'économie circulaire, c'est une façon d'anticiper cette crise et à la fois d'alléger la pression sur les matières et sur la planète, mais également de protéger les entreprises. Parce que qu'est-ce qu'on fera quand les matières coûteront 10 fois plus cher? Quelle entreprise, quel modèle économique d'entreprise aujourd'hui d'un fabricant résiste à 1 x 10 sur ces matières premières? Pas grand monde, pas très longtemps en tout cas. Donc il faut bien revoir tout ça. Ça crée une valeur sociale. Quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France. Et ça crée une valeur environnementale, puisqu'on est en train de développer les analyses de cycle de vie sur l'ensemble de notre catalogue. Et sur le matelas Timothée, c'est 45% de CO2 en moins que le même matelas fabriqué à partir de mousse issue de pétrole à l'autre bout de la planète. Donc on voit qu'on répond à cette triple performance. Et en plus, je dirais que, comme tout le monde, nous on est dans un secteur ultra compétitif, voilà, le e-commerce, je ne fais pas de dessin. Donc l'enjeu d'avoir des produits différents, innovants, là c'est déterminant. Et voilà, et du coup là c'est vrai que c'est des produits qu'on ne retrouve pas sur les autres places de marché. Et donc c'est vraiment pour moi le parfait exemple de ce qu'est une bonne entreprise à mission en fait. Et l'idée, c'est de démultiplier ces exemples dans tout. Et donc, ce qui est aussi intéressant dans l'innovation, c'est quand on a fait une preuve de concept qui marche, après, on peut la déployer et ça se déploie assez vite parce que finalement, le mot se passe vite. Dans notre propre écosystème de fabricants, tous ceux qui utilisent de la mousse, aujourd'hui, sont en train de basculer sur leur impro mousse classique vers mousse issue du matelas Timothée, quoi. Donc, nos fabricants de canapés, ils intègrent et on a aussi un rôle d'accélérateur pour diffuser cette innovation. Développer la filière. Et développer la filière parce que notre 5e objectif de mission, c'est de transformer la filière. Pas du tout ambitieux, hein, franchement. Donc, et là aussi, ça veut dire aussi changer peut-être notre façon de voir les choses. C'est probablement qu'il y a 10 ans, on aurait dit mais c'est génial ce truc, il faut absolument qu'on fasse un brevet, qu'on soit les seuls propriétaires de ce truc-là. On a un truc... en fait, non. Nous, on a fait l'inverse. Surtout, il faut que le maximum de monde l'utilise parce que si on veut que ce bloc de mousse soit moins cher et plus compétitif, etc., et que tous les participants à ce projet gagnent leur vie avec, il faut du volume. Et nous, nos volumes ne sont pas suffisants. Donc, on ne veut pas d'exclusivité, on veut que tout le monde s'en saisisse, y compris nos concurrents. Et c'est en train de se passer. C'est aussi de nouveaux modèles économiques que vous avez testés avec la question de la chambre des enfants. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler? Et puis voilà, je pense que c'est un bon exemple pour montrer qu'on peut aussi passer d'être un simple revendeur à un service qui produit aussi à nouveau de la valeur et qui embarque d'autres métiers à bord. Oui, tout ça est tiré le fil de la mission. Hein. Donc l'économie circulaire, c'est aussi de l'économie de la fonctionnalité, c'est aussi de la seconde main. Et on s'est posé la question il y a 3 ans sur quelle place Camif peut prendre sur ce marché de la seconde main. C'est pas évident, hein. Le modèle économique n'est pas simple. Personne n'a attendu Camif pour développer de la seconde main. Donc vous tapez Camif sur le bon coin, vous trouvez plein de produits de seconde main. Donc on se dit qu'est-ce qu'on va faire de mieux? Et une de nos promesses, c'est quand même la qualité. La qualité de produits, la qualité des services. Donc on voulait quelque chose, on voulait prendre pied sur ce marché nouveau naissant, expérimenter des nouveaux modèles économiques et être à la hauteur de notre objectif de mission. Et donc on a fait une étude pour essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait être. Et on s'est dit finalement le meilleur cas d'usage, c'est la chambre enfant. Chambre bébé, chambre enfant. Parce que c'est vrai qu'on a un cas parfait. Là, nous, on conçoit des meubles pour durer 50 ans. Ou plus, hein, on a des clients qui nous appellent j'ai acheté mon canapé chez vous. Oui, c'était quand? C'était en 70, d'accord, ok. C'était un bon client fidèle, ça. Mais au bout de 50 ans, bébé a envie de sortir de son lit à barreaux. Donc là, on a un bon cas d'usage. C'est les jeunes familles qui veulent le meilleur pour leur enfant, qui veulent de la qualité. Et puis il y a les contraintes, aussi les inquiétudes qu'ils peuvent avoir par rapport à la pollution de l'air intérieur qui est 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc bébé, il est dans sa chambre quasiment... c'est pire qu'un chat, hein, ça dort tout le temps. Et donc, dans la chambre, on fait de la pollution passive. Donc, voilà.
Et donc, là, on a un modèle qui est très bien parce qu'effectivement, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, on peut changer sans avoir le besoin de revendre ou autre. Donc, c'est la location de chambres bébés et enfants. On a lancé ça cette année. C'est un complètement nouveau modèle économique pour nous, donc on l'expérimente. À partir de 29 € par mois, on peut louer sa chambre bébé et enfant. On a plusieurs modèles, on peut louer tout, ou on peut louer juste le lit, on peut louer la table à langer, voilà. Et puis on va voir quelle va être la durée moyenne de location, combien de cycles nous on va pouvoir faire avec ces produits. Mais on a choisi des produits de super qualité pour qu'ils puissent être retournés, éventuellement réparés un peu ou remis à neuf et faire 2, 3, 4, 5. On aura gagné si on arrive à faire 2 ou 3 cycles, c'est déjà gagné. Économiquement parlant, c'est déjà gagné, mais on pense qu'on peut faire 10 cycles. Et peut-être que demain, on ne vendra plus de meubles bébés. On ne fera que de la location, parce que c'est débile d'acheter un meuble bébé en fait. Non mais c'est vrai, c'est stupide. Bon, bref, mais bon, il faut basculer, et ça veut dire aussi lever les freins psychologiques. Exactement. Je ne possède pas, il y a un autre bébé qui a dormi avant dans le lit de mon enfant. Il y a des freins psychologiques à lever. Enfin, on est en train d'expérimenter. Je crois que le monde de demain ne sera qu'une succession d'échecs pour arriver à l'expérience qui réussit. Il y a beaucoup de changements d'habitudes, de mode de vie et beaucoup de changements. Ouais. Et si on revient un petit peu sur le cadre de l'entreprise à mission, donc l'entreprise à mission, c'est une raison d'être inscrite dans les statuts, des objectifs de mission, un comité de mission et un audit tous les 2 ans. Donc c'est vrai que ça peut paraître comme ça au premier abord, être un cadre assez contraignant, avec des limites. Et on a cet imaginaire justement autour du cadre de la limite comme quelque chose parfois qui contraint. En quoi est-ce que vous pensez que ce cadre-là permet d'aller vers du positif? En quoi il nous permet aussi peut-être d'arriver à surmonter des difficultés que vous avez dû connaître, j'imagine? D'abord, peut-être dire, sans rentrer dans le technique, qu'est-ce que c'est que l'entreprise à mission? C'est une entreprise qui met au cœur de son modèle une mission avec un impact positif pour la société. Donc, soit un impact social, environnemental, chacun va définir sa propre mission. Et du coup, c'est déjà majeur comme changement, c'est que l'entreprise, elle s'est réaffirmé l'utilité de l'entreprise pour la société. Je trouve que c'est chouette. Et pour un dirigeant, là aussi, c'est un acte de leadership très fort, parce qu'il faut à la fois faire un exercice assez introspectif. Pourquoi l'entreprise a été créée à la base? Peut-être par le père ou le grand-père ou l'arrière-grand-père. Et moi, en tant que dirigeant aujourd'hui, nous, collectif, qu'est-ce qu'on porte comme vision pour le monde de demain? C'est passionnant comme exercice. Et donc, c'est... oui, c'est passionnant. Après, il y a un cadre technique maintenant. Et ça, c'est chouette, parce qu'on ne l'avait pas, nous, quand on a fait notre chemin. On ne l'avait pas quand on a créé la communauté. Et justement, on a créé cette communauté pour créer une communauté d'innovation de dirigeants qui souhaitaient innover sur la place de l'entreprise, le rôle de l'entreprise. Et maintenant que c'est dans la loi Pacte, c'est assez simple, en fait. Donc, dans la loi Pacte, c'est la société à mission. Intéressant peut-être de s'interroger pourquoi c'est la société à mission dans la loi Pacte et pourquoi nous, on parle d'entreprise à mission. Parce que, d'ailleurs, ça avait interpellé les chercheurs en 2008. Ils disent, en fait, l'entreprise, elle n'existe pas. En droit, elle n'existe pas. Elle n'est pas qualifiée en droit, l'entreprise. Ce qui est qualifié en droit, c'est les sociétés. Société commerciale, société civile, société. Et c'est peut-être un problème quand même, parce qu'en fait, l'entreprise, c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est un collectif, ça appartient à tout le monde. Et la société, ça appartient à ses actionnaires. Et c'est un cadre juridique. Et d'ailleurs, quand on voit la gouvernance d'une société, elle est gouvernée par ses actionnaires. Le conseil d'administration, il ne représente pas l'intérêt de l'entreprise. Il reprend l'intérêt des actionnaires. Et donc ça, il voulait un peu remédier à ça. Je trouve que c'est intéressant de faire ce constat que l'entreprise n'était pas représentée en droit. Et grâce à la société à mission, et c'est une vraie innovation dans le droit français qui n'existe pas dans les autres droits des pays qui ont adopté des modèles légaux, un peu comme la France.
par exemple en Italie la Società Benefit, il n'y a pas la même chose. Ils n'ont pas été aussi loin parce qu'ils n'ont pas créé de gouvernance de la mission. Et le comité de mission, qui est un des points à respecter pour avoir cette qualité de société à mission, c'est le premier organe de gouvernance de l'entreprise. C'est la première fois qu'on crée un organe de gouvernance qui n'est pas là pour défendre l'intérêt de parties prenantes ou constituantes de l'entreprise. Il ne défend pas l'intérêt des salariés, il ne défend pas l'intérêt des actionnaires, il défend l'intérêt de l'entreprise. Ça, c'est génial. Et on le voit, même les entreprises ne sont pas obligées, parce que la loi Pacte a dit, pour les boîtes de moins de 50 personnes, vous n'êtes pas obligé d'avoir un comité de mission, vous pouvez juste avoir un référent mission. Sur les plus de 1300 sociétés à mission aujourd'hui, ce qu'on observe, on a créé un observatoire des sociétés à mission, c'est que plus de 80% d'entre elles ont quand même créé un comité de mission. Ça montre à quel point c'est une façon d'oxygéner la gouvernance de l'entreprise, de faire rentrer les parties prenantes et d'avoir finalement un organe de gouvernance qui va challenger l'entreprise. C'est ça l'enjeu. Donc, ça c'est petit aparté sur l'entreprise et la société. Qui est présent dans ce comité généralement? Est-ce qu'il y a là c'est libre. La composition du comité de mission, c'est vraiment à la main du dirigeant de l'entreprise. Et l'idée c'est de faire... on retrouve très souvent dans les invariants des parties prenantes. Alors ce qui est obligatoire, c'est un salarié. D'accord. La loi dit juste ça. Puis après, chacun va définir un peu en fonction des besoins, en fonction des objectifs qu'elle s'est fixés. C'est intéressant d'avoir souvent des experts des sujets sur lesquels l'entreprise s'est engagée, mais aussi des représentants de parties prenantes. Nous, pour Camif, par exemple, on a Cathy Dufour, qui est la déléguée générale de l'ameublement français. Donc elle a bien tous les enjeux de la filière de l'ameublement en France en tête. Ça nous aide beaucoup. Puis elle se nourrit aussi de ce que fait Camif, donc c'est du donnant-donnant. On a des fournisseurs. On avait Joël Tronchon, le directeur développement durable du groupe SEB. Maintenant, il est parti chez L'Oréal, mais il est resté quand même dans le comité de mission. SEB était très engagé sur l'économie circulaire. C'était intéressant de l'avoir. On a des salariés. Nous, on n'a pas encore de représentants de clients parce qu'on en a 500 000, donc ça c'est pas évident de trouver un mode de représentation. Mais c'est une bonne opportunité pour faire entrer les partenaires clés de l'entreprise. On a des actionnaires aussi. On avait Laurence Meignery qui quitte là, le comité de mission parce qu'on s'est rapproché du groupe Maïf, donc elle est sortie à cette occasion-là l'année dernière. Maintenant, on a une administratrice Maïf qui est dans le comité de mission. Donc, comité de mission, c'est un point assez central, mais les prérequis, c'est d'avoir réfléchi et d'avoir formulé une raison d'être, des objectifs sociaux et ou environnementaux, et d'avoir inscrit ça dans les statuts, ce qui permet, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'alignement des actionnaires, et de reconnaître dans les statuts la nouvelle forme de gouvernance de la mission. Et une fois qu'on a ce cadre légal, il y a ce double contrôle qui est intéressant dans la société à mission. Il y a le contrôle interne par le comité de mission qui va se réunir 3-4 fois par an, qui va publier un rapport de mission et qui va challenger en fait l'entreprise au regard des objectifs qu'elle s'est fixés, des moyens qu'elle met, des résultats, qui va être un vrai outil de contrôle, organe de contrôle de la mission. Et puis un contrôle externe avec un organisme tiers indépendant qui va venir vérifier la qualité de société à mission tous les 2 ou 3 ans selon la taille de l'entreprise. Ça, c'est le cadre légal, on va dire. Après, il faut faire vivre. L'enjeu, c'est de faire en sorte que tous les collaborateurs vivent la mission. Et évidemment, ce n'est pas quand on a obtenu la qualité de cette mission qu'on est arrivé. On ne fait que démarrer, là. C'est vraiment le début du chemin. Et donc, l'enjeu, c'est derrière décliner cette raison d'être, ces objectifs sociaux dans une feuille de route qui devient, au fil du temps, finalement, la stratégie de l'entreprise. C'est notre boussole. Ça nous guide. Et quand il y a une crise, on sait qu'il faut continuer à faire ce à quoi on doit contribuer, parce que c'est ça pourquoi on existe en fait. Et puis après, faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs se saisissent de ça, parce que ceux qui vont transformer la boîte, c'est les collaborateurs. Donc c'est eux qui doivent prendre en main tout ça. Nous, on a mis en place également, ça se fait beaucoup dans les entreprises à mission, une manager de la mission, qui fait un peu l'interface entre le comité de mission et les opérationnels dans l'entreprise. Et on a également mis en place l'année dernière, en début d'année dernière, des référents mission dans l'organisation, parce qu'on faisait un sondage depuis 2017 sur comment les collaborateurs vivaient la mission de l'entreprise.
Et est-ce qu'ils se sentaient alignés avec la mission, tout ça. Et alors donc on a un chiffre qui m'effraie un peu, c'est qu'on a 100% de collaborateurs alignés par rapport à la mission CAMIF. Moi, j'aime pas trop les 100%. C'est un peu truqué, ça. Mais bon, en même temps, le Made in France, la consommation responsable, ça leur parle bien. Mais par contre, on avait 40% il y a 2 ans de collaborateurs qui disaient « Oui, je suis aligné, mais je n'ai pas l'impression du tout d'y contribuer. » Parce que quand vous êtes à la comptabilité ou au service client ou à la pro ou à l'IT, vous ne contribuez pas beaucoup à la consommation responsable ou au cœur de l'offre circulaire. Et donc, on s'est interrogé sur comment on pouvait élargir le cercle finalement des collaborateurs qui souhaitaient, pouvaient s'investir dans la mission. Et on a créé ce rôle de référent. Donc, dans notre feuille de route, on a nos 5 objectifs de mission et on a pour chaque objectif de mission un renoncement et 4 actions clés. Et donc, on a des binômes de référents mission qui font l'évaluation, le suivi de chaque action, ce qui nous permet de couvrir à peu près tout le monde. Aujourd'hui, on a, je crois, 40% des équipes qui sont référents mission. Donc ça permet de faire en sorte que tout le monde s'investit. Et on a aussi développé des actions un peu transverses. Il y a 3 ans, quand on a fait le boycott du Black Friday à l'intérieur de l'entreprise, il se passe toujours un truc. Donc il y a 3 ans, c'était la fraise du climat et c'était organisé par des collaboratrices qui s'étaient portées volontaires, qu'on a formées à l'animation de la fresque et qui ont animé la journée. Bon, voilà, et c'était évidemment des gens plutôt loin, plutôt dans les fonctions support, un peu éloignés du cœur de l'offre. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, c'est à peu près 1300 oui, il faut sociétés. regarder sur le site de l'Observatoire parce que chaque jour qui passe, je donne un chiffre qui est faux parce que ça bouge. En fait, c'est un chiffre qui est intéressant parce qu'il y a une vraie dynamique derrière. C'est plus de 2 fois plus qu'il y a 1 an, donc ça bouge assez vite. Ça se développe. Finalement, c'est un cadre qui est utilisé par des dirigeants qui souhaitent structurer l'engagement de l'entreprise, qui souhaitent pérenniser l'engagement de l'entreprise, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas immortels, et que leurs actionnaires peuvent bouger, et qui souhaitent crédibiliser l'engagement de l'entreprise. C'est 3 vraies raisons d'y aller. On a parlé de la CEC tout à l'heure. L'aboutissement logique, c'est que vous allez prendre des engagements au bout d'1 an, au bout de votre parcours. Il faut les sécuriser, ces engagements, parce qu'ils sont précieux. Et si demain vous disparaissez, qui va soutenir ça? Et je prends souvent l'exemple de Danone parce que c'est pas forcément. Et alors, peut-être aussi un point, attention, parce qu'il y a beaucoup de choses Il y a 2 choses qui sont importantes. D'abord, l'entreprise à mission, ce n'est pas un label. Ce n'est pas un gage de qualité. Ce n'est pas parce que vous êtes une entreprise à mission que vous êtes meilleur qu'une autre. Mais par contre, ça veut dire que vous êtes forcé, obligé vous êtes obligé à réfléchir à votre contribution positive. Vous êtes mis en danger parce que vous l'avez annoncé. Vous êtes donc mis en tension. Et vous êtes obligé d'être transparent sur le chemin et les résultats. Et donc, c'est quand même un marqueur, je dirais, de cet engagement et de cette sincérité. Voilà. Mais ce n'est pas un label. Contrairement à d'autres labels, type B Corp, nous on est labellisé B Corp certifié B Corp depuis 2014, qui montrent que sur l'ensemble de vos pratiques, vous êtes quand même pas mal, quoi. Vous pouvez être une entreprise à mission et être nul. Soyons clairs, si vous n'avez pas d'ambition, si vous ne mobilisez pas les parties prenantes et que voilà, bon, ça ne va pas durer, hein, parce que le cadre est quand même assez contraignant et puis quand va arriver le premier audit, ça ne va pas bien se passer. Donc vous avez en fait un risque d'image d'être assez nul parce que ça va vous retomber dessus. Donc bon, mais c'est pour dire que ce n'est pas un label. Et c'est différent et c'est complémentaire à une démarche de RSE. Je pense que c'est aussi important de le dire. La plupart des entreprises à mission ont déjà des démarches RSE un peu structurées. Il y en a d'ailleurs 13% qui sont B Corp, etc. Donc on voit que c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est complémentaire. La démarche RSE, c'est très 360. Ça vous oblige à revoir l'ensemble de vos pratiques et à vous interroger sur comment elles sont vertueuses, pas vertueuses. Là où la mission, elle va couvrir un champ beaucoup moins large, mais vous allez aller beaucoup plus loin par contre. Parce que c'est ce sur quoi vous souhaitez avoir de l'impact positif. Donc, autrement dit, ce n'est pas le bug du Black Friday pour CAMIF, qui est central, parce qu'il touche à cette question centrale de la consommation responsable, nous rapporte 0 points sur B Corp.
Ils s'en foutent, Bicorp. C'est un référentiel, il y a 200 questions. Et puis j'ai une question, c'est quelle est la part de vos fournisseurs dans un rayon de moins de 322 km de votre siège social? J'ai beau dire qu'on est à New York, qu'il y a la moitié de 322 km qui tombe à l'eau et que je n'ai pas de fournisseur dans l'eau, ben, j'ai pas de points. Voilà, j'ai pas de points dans Bicorp à cause de ça. Et pourtant, on est les champions du Made in France. Il n'y a aucun autre acteur de notre secteur qui fait autant de chiffre d'affaires Made in France. Donc, oui, c'est toujours le problème des référentiels un peu. Mais c'est complémentaire d'avoir les deux, parce que ça serait dommage d'être une super entreprise à mission, avec beaucoup d'impact positif sur la consommation responsable, sur l'économie circulaire, et puis de maltraiter ses salariés. Ça ferait tâche, quoi. Donc moi, je recommande vraiment les deux, parce qu'il y a une bonne complémentarité. Mais aujourd'hui, l'enjeu clé, c'est vraiment de passer de la responsabilité à la contribution positive. C'est majeur, parce qu'en fait, la RSE, c'est la norme, en fait. C'est normal de faire attention à ces parties prenantes, d'être responsable. C'est normal. D'ailleurs, c'est même plus que normal aujourd'hui. C'est dans la loi. Hein, la loi Pacte, elle a changé l'article 1833. Donc, elle est passée directement l'article du Code civil 1833, qui n'avait pas été touché depuis Napoléon. On est passé de Napoléon à Greta Thunberg en l'espace de la loi Pacte. Et il dit... Toute entreprise doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix, ça s'impose à tout le monde, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Et demain, on peut avoir une association qui va utiliser cet article pour attaquer une entreprise qui n'a pas pris en considération un enjeu social quand il a construit le bâtiment du MOO et qu'il n'a pas vu que je ne sais pas quoi, ou environnemental. Mais encore, il n'y a pas eu d'associations qui se sont saisies de ça et ils ont plutôt utilisé le devoir de vigilance. Mais c'est quand même intéressant, c'est une brèche dans le droit et c'est vraiment c'est puissant, c'est un message qui est fort et qui nous est adressé à tous. On ne peut plus agir comme on agissait avant. Voilà. Et on doit prendre en considération ces enjeux. Mais ça ne suffit pas. On l'a vu, hein, la RSE n'a pas vraiment fondamentalement changé les choses. Et puis quand on va au Salon Pro Durable, on voit des grandes boîtes. Moi, j'ai adoré le rapport de RSE de Philippe Maurice, quoi. Non, mais l'impression d'avoir la boîte la plus engagée de la Terre, quoi. Ben ouais, mais leur modèle économique, il est juste pourri. Donc, donc ils vont avoir un gros enjeu de transfo du modèle économique. Voilà. Bon. Donc, voilà, c'est complémentaire. La RSE, c'est insuffisant, ça ne va pas assez loin. Et de toute façon, ça va s'appliquer à tout le monde. Puis avec la CSRD qui va nous arriver dessus, ça va être encore pire. Donc on va devoir faire beaucoup de reporting. On va passer beaucoup de temps déjà dans nos entreprises à ça. Mais l'enjeu clé, c'est de transformer nos entreprises en des transformateurs de société. Ben, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Je n'aurais pas fait mieux. Pas tout à fait la fin, parce que ce que je vous propose, c'est que je crois qu'il nous reste à peu près une bonne vingtaine de minutes, que maintenant, ça soit à votre tour vraiment de poser toutes vos questions, si vous avez envie qu'on revienne sur certains points, si vous avez besoin d'exemples, etc., ou de parler aussi, vous, de ce que vous faites dans vos organisations, n'hésitez pas. Bonjour, Juliette Guillemin. C'est pas la première fois que je vous entends, mais vous êtes toujours autant enthousiasmant et motivant, donc merci encore. Bon, moi je suis directrice RSE dans une entreprise en B2B. J'ai plusieurs questions. La première, c'est vous avez parlé en fait de la nécessité, voilà, on est dans notre milieu du changement, dans nos façons de consommer. Nous, enfin moi je suis mère de famille, voilà, j'essaye aussi effectivement d'appliquer ça déjà à moi-même. Est-ce que vos recettes que vous proposez, enfin que vous avez mis en place à la CAMIF, qui s'adresse en B2C, est-ce que vous pensez que c'est possible de les appliquer sur le B2B, sachant que ce n'est pas leur porte-monnaie, que c'est le porte-monnaie de l'entreprise, voire de la collectivité, donc nos impôts. Ça, c'était ma première question. Et après, j'ai une question très pragmatique. Là, les camifatons, comment c'est le camifaton. Les camifatons, pardon. Quand vous avez mis autour de la table des fournisseurs, est-ce que c'était des fournisseurs concurrents ou pas? Et comment vous avez animé en fait ce camifaton? Est-ce que vous avez fait appel à quelqu'un d'extérieur? Moi, je sais qu'en tant que directrice RSE, j'essaye de créer, d'innover un petit peu sur voilà, des icebreakers, des trucs comme ça, mais je ne suis pas éditrice dans l'âme. Voilà. Et dernière question, est-ce que vous accepteriez d'intervenir dans un CODIR? Alors, je vais reprendre les questions les unes après les autres. Est-ce que les méthodes du B2C, ou en tout cas la sensibilité peut-être plus affirmée des consommateurs, peut être répliquée dans un modèle B2B
Et est-ce que le B2B peut prendre en compte finalement cet engagement et valoriser l'engagement des entreprises? Évidemment oui. D'abord, le B2B, ce sont des gens. C'est pas, voilà. Donc, ils ont aussi un cœur. Donc, on peut aussi leur parler. Maintenant, dans les appels d'offres, il faut se battre pour qu'ils évoluent et pour que, quand une collectivité fait un appel d'offres, on puisse prendre davantage en considération l'engagement des entreprises. Le local, moi, je trouve que c'est aberrant de dire ah ben non, on ne peut pas privilégier le local. Bah, si, il faut privilégier le local, bien sûr. Donc ça va prendre du temps, mais ce n'est pas impossible. Après, l'autre aspect pour nous, en tant qu'acteurs du marché compétitif de l'e-commerce et dans l'équipement de la maison, on vend beaucoup plus cher qu'un premier prix. On est plus cher qu'un IKEA parce qu'on est absent du marché du premier équipement. Et on l'assume bien. Donc on ne peut pas se battre non plus avec les mêmes armes et on ne peut pas se battre forcément sur tous les mêmes marchés que ceux qui sont uniquement dans une logique prix, souvent très linéaire. Voilà. Et à un moment donné, il faudra aussi peut-être être exigeant avec l'État pour qu'on ne donne pas accès au marché, enfin qu'on donne un accès équitable au marché à tous les acteurs. C'est-à-dire que comment on peut imposer des règles à nos acteurs, à nos producteurs en France qui doivent respecter évidemment l'environnement et un environnement social qui est exigeant, et faire rentrer sur le marché des produits pakistanais. Moi, on fait un tour du Made in France chaque année. Moi, je rencontre nos fabricants, ils sont dans le B2B, ce que vous appelez le B2B. Leurs clients, c'est des grandes enseignes de distribution. Eh bien, ils me disent, bien sûr, le Draous qu'on fabrique dans les Vosges, il est plus cher que le Draous pakistanais parce qu'en fait, Pakistan, quand ils font des Draous rouges, les rivières sont rouges. Et puis les conditions sociales, on ne sait pas trop. Mais on sait que ce n'est pas comme la France, quoi. Donc, et pourquoi ces produits arrivent sans droit de douane, sans taxe? Et évidemment, ils sont beaucoup moins chers que nous. C'est normal. Le jour où on mettra, par exemple, une vraie barrière à l'entrée en disant, si vous voulez rentrer en Europe, très bien. Vous respectez les mêmes règles environnementales que celles qu'on demande à nos entreprises. Puis sinon, vous ne rentrez pas, en fait, tout simplement. Pourquoi on accepte des produits comme Chine, en France, pays des droits de l'homme? Moi, je me questionne. Moi, j'ai voté contre. J'ai voté pour la pétition pour interdire. Bon, donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça va prendre du temps, mais les choses vont bouger. Ça, c'était pour le B2B, B2C. Je n'ai pas répondu pleinement à votre question, j'ai l'impression. Mais je me permets de réagir à votre réponse que j'entends. Moi, c'est la réponse que je n'arrête pas d'adresser à mon codir, qui me renvoie régulièrement. Regarde Juliette, sur cet appel d'offres, il y avait des critères RSE. Et là, ils ont pris le moins 10 ans. Qu'est-ce que tu proposes? Et donc, pour aujourd'hui, j'ai invité l'ensemble des membres de mon codir à venir vous écouter. J'ai la chance d'être accompagnée de Marc Roubaud, pour vous, qui s'occupe entre autres des appels d'offres marché public et qui va pouvoir effectivement vous confirmer que malheureusement, la réalité de l'appel d'offres tel qu'on le lit et la réalité des décisions est encore malheureusement extrêmement... Faites un post LinkedIn avec l'appel d'offres en disant pourquoi dans cet appel d'offres on ne met pas de critères RSE. Pourquoi pas? Moi je communique beaucoup sur LinkedIn, donc je suis capable de faire ce genre de choses et voilà. C'est une très bonne idée. En tout cas, pour répondre à ça, on répond à quelques centaines de marchés, voire plusieurs milliers, au-delà de 1000. Très concrètement, chaque dossier que l'on perd quasiment à 98% est lié au prix. Et pour ces 98% de marché, nous avons l'équivalent de la meilleure note du point de vue de la RSE et de l'engagement de l'entreprise autour de la RSE et de tout ce que l'on peut porter. Aujourd'hui, j'ai dans mes équipes un bon nombre de personnes, mais dont une équipe dédiée qui est à peu près composée de 30 personnes sur l'ensemble du territoire national, qui sont en charge de faire de l'avant-vente autour de l'entreprise et ce que nous représentons, l'engagement sociétal que nous avons, évidemment, en fait pleinement partie, et aussi évidemment sur l'offre. Nous perdons uniquement des marchés parce que nous ne sommes pas concurrentiels d'un point de vue tarifaire. Pourquoi? Parce que les évaluations de notation dans tous les appels d'offres publics, je dis bien tous les appels d'offres publics, à l'exception de un, je peux même le préciser, c'est la ville de Besançon, où on a réussi un tour de force et on l'a emporté largement en n'étant pas le moins cher. Mais évidemment que nous n'avons pas qu'une offre haut de gamme ou moyenne gamme, on était obligés, incités, forcés, par toutes les entreprises, toutes les collectivités, mais aussi les entreprises, parce que je m'occupe de l'ensemble des marchés nationaux, voire un peu plus loin. Et globalement, aujourd'hui, la notation autour de la RSE et de l'engagement sociétal et de toute l'offre que nous avons éco-responsable
ne suffit pas à l'emporter par rapport à des stratégies tarifaires dans le B2B qui sont portées par des entreprises qui se déclarent très RSE et qui pour autant ne sont pas que dans le déclaratif, le sont aussi reconnus comme nous, mais qui pour autant ont des offres très 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 économiques. Et aujourd'hui avec la crise énergétique, enfin avec tout ce que l'on traverse, l'inflation et tout, quand je parle de ça à des administrations, à des collectivités, voire avec un référent à Bercy, il me dit, écoutez, alors là, je veux dire, oui, oui, bien sûr que la campagne de pub autour de tout ça, on sait la faire, mais enfin, notre priorité du moment, c'est déjà de faire de façon à faire face à nos dépenses. Mais peut-être qu'une façon de répondre serait... Il faut lâcher prise. Oui, oui, non, mais bah, d'abord, il faut continuer à faire de l'influence parce qu'il faut influencer les changements dans les appels d'offres. C'est une évidence. Et il y a du lobbying qui est fait, du plaidoyer qui est fait sur la prise en compte du local, par exemple, ce qui commence à être possible, ce qui n'était pas du tout possible il y a 10 ans. Donc ça bouge quand même, hein. Mais il faut y mettre du sien. Moi, mon plaidoyer pour la TVA circulaire, je le rappelais au ministre, j'avais été invité en 2017 dans la même salle où j'ai remis le rapport du ministre, où j'avais remis 500 pages de signataires à une pétition pour la TVA circulaire. Bon, là, on est 6 ans plus tard et je remets un rapport. C'est mieux. Mais il ne fait plus que 80 pages, donc ça va. Et puis, j'espère que demain, ça sera dans la loi. Mais ça va prendre du temps. La loi Pacte, c'est entre les travaux des chercheurs 2008, l'expérimentation par CAMIF entre 2013 et 2018, la création de la communauté des entreprises en 2018. Et la loi, il s'est passé 11 ans. Et moi, là, pour l'Europe, je me dis, c'est bon, je suis reparti pour... Bon, je me suis fixé 2027, mais bon. Donc, il faut continuer l'influence. C'est très important et mobiliser, aller rencontrer les gens qui font ces appels d'offres pour leur dire ça va pas. Et parce qu'en fait, derrière l'engagement RSE, ce qu'il faut, c'est valoriser les externalités positives et négatives. Mais si vous êtes un acteur du territoire, vous créez des emplois et grâce à cet appel d'offres vous remportez, vous allez créer des emplois sur le territoire, je ne connais pas un maire ou un machin qui va être insensible à l'argument sur l'emploi, par exemple. Et puis il peut avoir des offres économiques et responsables, c'est pas impossible. Peut-être qu'en changeant de paradigme comme on l'a fait sur la location, on peut imaginer des offres qui sont finalement plus économiques ou en tout cas sur un modèle économique différent, ce qui fait que vous ne serez pas en concurrence frontale, mais vous apporterez quelque chose de différent. Alors, je ne sais pas si ça peut rentrer dans les cases des appels d'offres, mais il faut être créatif. Pour moi, il faut réfléchir en coût d'usage et j'essaye de faire... Voilà, coût d'usage, voilà, exactement. Et pas en coût d'acquisition. Bien sûr. Mais si vous voulez, déjà, j'essaye de faire monter les équipes en interne, mais le problème, c'est qu'en face, les clients, ils ne sont pas mûrs non plus. Donc, ça veut dire qu'il faudrait quelque part aussi faire monter les clients en interne. Et il faut faire monter tout le monde. En externe, pardon, bref. Ouais. Voilà. Super, merci. Bon, après, vous aviez 2 autres questions. J'en ai une, c'est est-ce que vous voulez que j'intervienne dans votre codir? Ça m'arrive d'intervenir dans le codir. Vous me ferez petit signe sur LinkedIn. Non, c'était juste après, mais je ne vais pas monopoliser la... Et puis, est-ce que vous avez mis des fournisseurs concurrents? Merci Marc. Est-ce que vous avez mis des... Dans le Camifaton, non, pas de fournisseurs concurrents. Nos fournisseurs ne sont pas concurrents. Enfin, si, il y en a quelques-uns qui vendent aussi directement. Mais, non, mais concurrents entre eux. Des concurrents de notre secteur. Oui, par exemple, deux fabricants de matelas. Oui, l'année dernière. Ah oui, si, bien sûr. En fait, dans le matelas Timothée, d'ailleurs, en 2017, ce sont 3 fabricants de matelas qui sont associés pour pitcher le projet entre eux, parce qu'aucun d'entre eux pouvait répondre complètement à notre demande et à l'exigence qu'on a émise. Donc, moi, quand je propose ça, on me dit non, mais ça va pas, on va pas mettre autour de la table. Je ne sais pas citer de marque, mais voilà, des marques concurrentes. Et là, le dernier hackathon qu'on a fait, on l'a fait avec Leroy Merlin, donc un concurrent de Camif. Et on se disait, si on peut ensemble, grâce à nous deux, nos efforts collectifs, notre puissance d'achat commune, développer un micro-ondes made in France, on va le faire ensemble. J'ai un rendez-vous avec Leroy Merlin bientôt, parce qu'en fait, je suis sur la quincaillerie. On va juste... Donc, j'ai cette approche filière à fond, mais j'ai du mal à faire comprendre que l'approche filière, elle est... Oui, non, la coopétition, c'est pas simple à comprendre, mais ouais. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Et ma toute dernière question, et après je vous... Et oui, il faut se faire accompagner pour mobiliser l'intelligence collective, c'est bien. C'est ce qu'on a fait en 2017, on a fait des ateliers forums ouverts et tout ça. Intelligence collective, c'est un métier, donc faites-vous accompagner, c'est mieux. Ouais, ça j'en suis persuadée parce que je toute seule, j'ai une équipe de 5 personnes, mais on ne va pas y arriver. Très bien. On pourra vous aider là-dessus et vous flécher des noms sans souci. Mais j'en connais pas mal, c'est gentil, mais avec grand plaisir. Et non, ma juste dernière question, vous êtes fait accompagner sur le Camifaton, c'est ça, pour animer. Oui. Ok, merci.
Merci. On va prendre d'autres questions. Je suis désolée de vous presser un petit peu par le temps, mais parce que Emery doit repartir à 14h20. Donc, on a eu la chance de l'avoir vraiment avec nous pour ce petit moment. Dans le train à 14h20. C'est dans pas le pareil. train à 14h20. Erreur, ça c'est ce que moi je fais pour aller à la gare. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va essayer de faire plusieurs petites questions courtes, réponses courtes. Juste les simples objectifs, hein, vous avez parlé du 5e qui était transformer la filière, vos 4 autres Donc, objectifs. le premier, c'est informer et sensibiliser sur la consommation responsable. Le deuxième, c'est dynamiser l'emploi sur le territoire, favoriser l'insertion. Le troisième, c'est faire de l'économie circulaire notre standard. Le quatrième, c'est proposer les meilleurs produits possibles pour la santé. Et le dernier, c'est transformer l'entreprise et participer à l'invention de nos filières. Voilà. Parfait, on continue comme ça. Vous retrouverez tout ça sur le rapport de mission qui est consultable en ligne sur camif.fr. Mention légale. Non, mais on a encore 10 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand on est chef d'entreprise et qu'on se rend compte qu'effectivement, il faut qu'on change beaucoup de choses dans son entreprise et que ça semble un chantier, une grosse montagne, comment est-ce qu'on fait pour y aller? On regarde le soleil derrière la montagne. Et je ne sais plus qui disait il faut avoir un objectif très gros pour ne jamais le perdre de vue quand on est en marche. Ben, c'est ça. Ne jamais perdre l'objectif. Et puis, on n'est pas seul, en fait. Il faut s'entourer. Et puis, le sujet sera, de toute façon, doit être distribué, doit être... OK, le chef d'entreprise est la clé de voûte parce qu'il doit aller convaincre ses actionnaires, mobiliser ses équipes. Mais derrière, ça nous dépasse, quoi. Et quand ça nous dépasse, c'est que ça marche. Si ça ne nous dépasse pas, c'est que ça ne marche pas. Si on continue à tirer, c'est qu'il n'y a personne derrière, en fait, ou ils sont trop loin. Donc, il faut absolument que la démarche soit partagée. Et le plus tôt on peut démarrer le chemin collectif sur la définition de la raison d'être, des objectifs, le mieux. Bonjour, Loïc Rabot. Alors moi je suis facilitateur, accessoirement, ça vous intéresse. Ça ne fait pas peur. Je suis passionné par les dynamiques humaines et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit au tout début, finalement, quand vous avez parlé du changement, en disant c'est l'énergie que l'on met, nous, en tant qu'humains, dans les choses. Et moi, il y a une chose qui m'interpelle beaucoup, j'aimerais avoir votre avis en 2 minutes que vous avez restant, c'est aujourd'hui, avec la place du numérique dans la vie de chacun, où on sait que ça consomme des heures et des heures de temps, tout le monde, à tous les niveaux, les réseaux sociaux, etc. Comment on fait pour réussir à débrancher les gens du numérique, pour les remettre dans du lien humain, pour justement les remettre dans quelque chose de, je dirais, de vrai, de concret, d'interaction. Est-ce que vous avez des recettes, vous? Est-ce que vous avez été confronté à ça? Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution pour lever ces trains-là? Oui, c'est clé, c'est fondamental. Le changement, il vient de l'humain et c'est la tête, c'est le cœur, c'est le corps qu'il faut embarquer dans ça et c'est pas par le numérique que ça va passer. Hein. Donc, je crois beaucoup à la force des expériences collectives. Quand on vit ensemble une expérience collective, ce que vous faites là aujourd'hui, ce qu'on a fait pendant 1 an et demi pendant la crise du Covid, c'était une expérience collective unique puisqu'elle était mondiale et que jamais on aurait imaginé qu'on allait faire 1 an et demi de confinement. Mais ça nous a quand même changé, ça nous a bousculé. Et une des choses qui m'a marqué assez vite, au bout d'1 an, après avoir vraiment tout changé dans l'entreprise, toute l'organisation, structure plate, tout le monde en mode projet, parce qu'on devait faire plein de choses en même temps. On a tout changé en même temps, ce qu'il ne faut jamais faire dans une boîte, mais il n'y avait pas d'autre choix là, en 2009 pour réinventer Camif. Et il y avait j'avais fait l'inverse de ce que j'avais vu quand j'avais visité pour la première fois Camif, qui était que des petits bureaux cloisonnés, de la moquette au mur, où les gens s'envoyaient des messages ou s'appelaient par téléphone parce qu'ils ne se voyaient pas en fait. Et il y avait une grande tour avec les étages supérieurs pour la direction et un code pour monter dans l'ascenseur. Donc vous voyez, c'était pas du numérique, mais c'était pas loin. Et c'était des silos en fait. Et le numérique, c'est des silos en fait, c'est ça. Des bulles et des silos. Et donc là, je me suis dit, c'est horrible, j'ai compris pourquoi cette boîte m'avait manqué d'agilité, manqué de... Et donc, on s'est installé dans le magasin Camif, qui était un grand open space de 5000 m². On était, je crois, 20 au début. Donc, c'était... Et je pensais assez naïvement que le mode projet, la culture entrepreneuriale, la vision assez positive qu'on avait et ce moment assez unique de pouvoir réinventer une marque comme Camif, c'était génial, quoi. Donc, que ça emporterait une nouvelle culture d'entreprise. Et au fond, c'est ce qui a été le plus long et le plus difficile à changer.
parce que les cloisons, c'est facile à tomber, mais les cloisons, celles qu'on a dans la tête, sont beaucoup plus difficiles et plus résistantes. Et là, on a fait appel à une artiste qu'on a fait venir dans l'entreprise pendant 3 mois, une jeune artiste française qui s'appelle Anne-Laure Maison, qui travaille dans les problématiques de la maison. Donc elle a été faite vraiment pour se rencontrer. Je lui ai donné carte blanche pour venir passer 3 mois avec nous. Parce que je croyais que cette expérience collective qu'on allait vivre ensemble serait peut-être la première brique d'une culture d'entre. Alors ce qui était chouette, c'est que tous les jours, elle arrivait, elle produisait des choses. Tous les jours, on arrivait, il y a des choses nouvelles qu'elle avait produites. Un jour, toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains. Les gens sont allés voir Anne-Laure, t'as demandé l'avis d'Emery avant de taguer les places de parking? Non. Okay, c'était bien parce que ça faisait passer un message managérial pour moi. Prenez vos initiatives, venez pas me demander parce qu'il y a trop de choses à faire et puis vous savez exactement ce qu'on doit faire. Et une des œuvres qui m'a beaucoup marqué, parce que ça l'a beaucoup marqué elle, c'est qu'en nous observant travailler, elle était très choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée. Elle dit, c'est pas possible, vous êtes tous à 10-15 mètres les uns des autres, puis vous envoyez des emails. Et donc, elle a eu l'idée géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait et qui allait parler à quelqu'un d'autre à un autre bureau, de matérialiser ça au sol pour scotcher une bande rose pour relier les deux bureaux entre eux. Et progressivement, l'entreprise s'est comme ça tissée de plein de bandes roses pour nous rappeler l'importance du lien, du vrai échange. À moi, ça a été vraiment une leçon, parce que finalement, la vraie valeur d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien. Créer du lien avec ses collaborateurs, créer du lien avec son territoire, avec ses clients, avec ses fournisseurs. Et ce qui fait quand il y a une crise qui arrive entre deux entreprises qui ont strictement les mêmes bilans depuis des années, il y en a une qui passe la crise et l'autre pas, c'est la qualité du lien. Cette valeur immatérielle qui est fondamentale, qui est dans aucun bilan, c'est ça qui fait la résilience de l'entreprise. Donc notre fonction en tant que dirigeant, manager, c'est de se poser la question comment on peut créer plus de liens. Et donc, ça nous a mis par exemple sur la voie du Tour du Made in France qu'on a lancé à partir de 2014, où on va à la rencontre de nos fabricants. On va dans les usines, on découvre les savoir-faire, les ouvriers, leur métier. On invite nos clients et nos collaborateurs à passer des journées qui sont juste extraordinaires et qui transforment, enfin qui font vivre une expérience de ce que c'est que de défendre le Made in France, même si on ne vend que en ligne. Donc justement, on ne voit pas nos clients, on ne voit pas nos fournisseurs. Et bien là, c'est quelque chose de très fort. Et puis l'après-midi, on travaille ensemble avec des ouvriers, des clients, des collaborateurs pour imaginer le nouveau produit ou service de Camif de demain. Voilà, donc c'est faire vivre des expériences pour sortir les gens de leurs écrans, en fait. Voilà. Et quand on vit ensemble une expérience où on a de l'émotion ensemble, c'est puissant en fait. Donc il faut absolument jouer sur tous les ressorts de ce qu'est un être humain. Et le dirigeant doit ressentir ça. C'est-à-dire qu'il doit aussi sentir où sont les fuites d'énergie dans l'entreprise. Parce que notre rôle, c'est c'est avec de l'énergie qu'on va transformer nos entreprises. Qu'elles soient, et des ressources, qu'elles soient humaines ou financières, c'est de l'énergie tout ça. Et donc, on doit repérer les fuites d'énergie dans nos organisations, parce qu'elles sont dangereuses, en fait. Elles sont néfastes pour la conduite du projet, la conduite du changement. Et moi, par exemple, j'avais identifié qu'une des fuites d'énergie, parce que ça me prenait beaucoup d'énergie, je voyais que ça prenait aussi beaucoup d'énergie à mes collaborateurs, c'était les entretiens annuels. Je ne sais pas qui en fait dans la salle. Et qui trouve ça super. Eh ben moi, je trouve ça super parce qu'on a transformé notre entretien annuel. Au lieu d'être face à face entre 4 murs, on est côte à côte dans la nature et on se balade le long de la Sèvre. Ça a transformé l'entretien annuel. Il y a 7 ans, on a expérimenté ça. J'ai eu de la résistance au changement, des gens qui disaient non mais c'est trop sérieux l'entretien annuel, il faut préparer un cadre, un guide, il y a un guide d'entretien, on doit prendre des notes. Et moi, j'aime bien expérimenter à ceux qui sont les plus contre, les détracteurs, les gens qui ne sont pas d'accord, qui sont les plus résistants au changement. Je leur dis, bah, écoute, on va essayer ensemble. On essaye, on essaye, et puis ça ne marche pas. Je te garantis que tu auras le droit à ton 2e entretien annuel dans une salle avec face à face ton patron. Et ça a été génial, en fait. Voilà. Et donc, ça a changé aussi la posture du manager. C'était aussi un message pour moi. En fait, le manager n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous accompagner. Vous allez marcher ensemble, vous allez progresser ensemble. Il y a tellement de choses positives dans la marche. Et voilà, donc, identifiez dans votre semaine tout ce qui vous pompe de l'énergie et tout ce qui pompe de l'énergie à vos collaborateurs et travailler sur ces fuites d'énergie pour libérer les gens, libérer l'énergie. Et la mettre pour au bon la endroit. mettre là où ça compte, voilà, et sur la transformation de notre modèle.
Merci beaucoup. Je crois malheureusement qu'on va peut-être ouais. devoir Je filer. vais rater mon train. Parce que Je crois malheureusement. j'avais promis que vous seriez dans le train à 14h20. Un grand merci à toutes et tous d'être venus. En 2 mots, on se retrouve nous dans 15 jours ou 3 semaines pour une session sur la biodiversité qu'on a commencé la semaine dernière avec des pistes d'action concrètes pour que vous puissiez intégrer ces enjeux-là dans vos organisations. Et mini teasing pour la session janvier-juin avec Axel, on a presque terminé le programme. On traitera la question de l'eau, point essentiel des ressources et des cadres des limites planétaires. On recevra aussi Sophie Robert-Velu sur la question de la coopération et de la coopération aussi avec ses concurrents, un point essentiel. Et on terminera en juin avec Arthur Keller sur la question des risques systémiques et des stratégies de coopération et de résilience à mettre en place. Voilà. Mais je vous invite tout d'abord à remercier très très chaleureusement Emery pour sa venue. C'est vrai.